Dans un des épisodes de Big Bang Theory, le Dr Sheldon Flash Cooper se prend pour Flash et court à une vitesse proche de celle de la lumière vers le Grand Canyon. La question à laquelle j'aimerais que l'on réfléchisse aujourd'hui, c'est que voit Sheldon Flash Cooper? Et ça, c'est une question fondamentale qui va nous amener à parler de la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Avant de faire des expériences de pensée avec Sheldon Cooper et Leonard Hofstadter, j'aimerais vous faire réfléchir un petit peu à l'état de la physique à l'époque d'Albert Einstein. À cette époque-là, un physicien très connu, Lord Kelvin, aurait dit que la physique était finie, qu'il n'y avait plus rien à découvrir. Alors, je doute pas mal qu'il ait dit ça, puisqu'il a sans doute remarqué lui aussi que les deux grandes théories de la physique de l'époque étaient en fait contradictoires. D'un côté, la théorie de la mécanique par Isaac Newton dit que toute vitesse est relative. En particulier, le fait de ne pas bouger, c'est-à-dire avoir une vitesse égale à 0, est un fait relatif. De l'autre côté, on a la théorie de l'électromagnétisme par James Clerk Maxwell qui dit, elle, que la vitesse de la lumière est absolue. Bien sûr, la plupart des physiciens de l'époque avaient remarqué cette contradiction béante entre ces deux grandes théories. Mais leur solution préférentielle consistait à supposer qu'il existait un référentiel absolu qui correspondait à ce qu'ils appelaient l'éther, par rapport auquel la vitesse de la lumière de la théorie de Maxwell était mesurée. Mais le génie d'Einstein, c'est de remarquer que si on fait des changements de référentiel avec la théorie de Maxwell, si on essaie d'observer la vitesse de la lumière avec un autre observateur, les équations restent inchangées et on obtient toujours la même vitesse de la lumière. Et ça a amené Albert Einstein à complètement repenser le monde et à se demander, et si la vitesse de la lumière était vraiment absolue, comme le disent les équations de Maxwell, quelles en seraient les conséquences? Et il est prêt à sacrifier des trucs qu'on prend pour acquis pour pouvoir garantir le fait que la vitesse de la lumière est la même pour tous. Et en particulier, ce qu'il va sacrifier, c'est le caractère absolu de l'espace et du temps. Ça veut dire que pour certains observateurs, l'espace et le temps seront différents de ce qu'il est selon nous. Et justement, pour Sheldon Flash Cooper, qui va à des vitesses faramineuses par rapport à nous, et qui donc a un référentiel qui est complètement différent du nôtre, l'espace et le temps est pas franchement le même que celui que l'on voit, que l'on ressent. Pour comprendre cela, faisons une expérience de pensée. Imaginons que l'on mesure le temps à l'aide d'un rayon de lumière qui va de bas en haut puis de haut en bas dans un sabre laser. À chaque fois que le rayon de lumière atteint le bas, un tic va être joué, donnant ainsi le rythme du temps. Imaginons maintenant que Sheldon Flash Cooper prend ce sabre laser avec lui lorsqu'il court au Grand Canyon. Dans son référentiel, puisque le sabre laser ne bouge pas par rapport à lui, Sheldon voit la lumière bouger à la verticale. Mais, pour Leonard Hofstadter resté chez lui, ce qu'il voit, c'est une lumière bouger en diagonale. C'est parce que, pendant que la lumière va de haut en bas et de bas en haut, le sabre laser qui le contient, lui, bouge de droite à gauche. Ainsi, la distance que parcourt la lumière entre deux tics est plus grande dans le référentiel de Leonard que dans celui de Sheldon. Or, Einstein a postulé que la vitesse de la lumière était absolue, et donc forcément, elle va à la même vitesse pour Sheldon comme pour Leonard. Si elle a pu parcourir plus de distance selon Leonard que selon Sheldon, c'est donc forcément car il s'est passé plus de temps entre deux tics dans le référentiel de Leonard que dans celui de Sheldon. Donc si plus de temps s'est passé entre deux événements pour Leonard Hofstadter, c'est que s'il avait une montre sur lui, sa montre tournerait plus vite que celle de Sheldon Cooper. Mais ça ne veut pas dire que le temps est accéléré pour Leonard Hofstadter. Si on oublie Sheldon, la situation est la même pour Leonard Hofstadter. Du coup, pour lui, la montre tourne normalement. Ce que ça veut plutôt dire, c'est que s'il regardait la montre de Sheldon Cooper, il aurait l'impression qu'elle tourne moins vite que ce qu'elle devrait, que, en tout cas, une montre qu'il a lui. Autrement dit, le temps, ou plutôt les durées, semblent dilater pour les objets que l'on voit en mouvement. C'est fou quoi! Juste là, en parlant, en quelques minutes seulement, et en partant seulement du postulat que la vitesse de la lumière était la même pour tous, on a déduit, juste là, que le temps n'est pas le même pour tous, qu'il n'y a pas de temps universel. C'est complètement fou quoi!
Il y a d'autres conséquences assez folles de l'hypothèse selon laquelle la vitesse de la lumière est la même pour tous. Prenons un autre exemple, celui de la simultanéité. Imaginons que Sheldon Flash Cooper court toujours à une vitesse proche de celle de la lumière et que cette fois il a un double sable laser qu'il tient horizontalement comme ça. Et on va imaginer qu'il l'allume, du coup le rayon de lumière part des deux côtés de façon simultanée et atteint du coup les deux bouts, a priori selon Sheldon, à un moment simultané aussi. Que voit Leonard Hofstadter qui lui voit Sheldon avancer à une vitesse proche de celle de la lumière? Et bien puisque la vitesse de la lumière est la même pour tous, ce que voit Leonard Hofstadter de son référentiel, c'est que les deux rayons de lumière partent en même temps, ils vont à la même vitesse, mais pendant qu'ils se propagent dans l'espace, Sheldon lui se déplace légèrement et du coup un bout du sabre laser s'est rapproché du rayon lumineux alors que l'autre bout du sabre laser s'en est éloigné. Donc pour parler en termes un petit peu plus techniques, l'événement que l'on définit par la lumière atteint un bout du sabre laser versus la lumière atteint l'autre bout, ces deux événements selon Leonard Hofstadter n'arrivent pas en même temps, ne sont pas simultanés alors qu'ils l'étaient pour Sheldon Cooper. Autrement dit, le concept de simultanéité devient maintenant relatif. Il n'y a pas de simultanéité absolue, quoi. Il y a juste une simultanéité qui est relative au référentiel dans lequel on observe l'univers. Et ça aussi, c'est fou, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est juste une conséquence de l'hypothèse selon laquelle la vitesse de la lumière est la même pour tous. Alors vous allez me dire, mais tout ça, ça a l'air complètement fou, c'est juste pas possible que ça soit vrai, on n'observe pas ça en pratique. Et ben là, je vais vous renvoyer vers la 3e vidéo de ma série sur la relativité, celle sur les développements limités, pour vous dire que tout ce que l'on voit est une approximation de la théorie de la relativité restreinte, que l'on a le droit de faire parce que l'on vit à des vitesses très éloignées de celle de la lumière. On n'avance quasiment pas par rapport aux vitesses de la lumière, du coup on peut ajouter les vitesses, la simultanéité est quasiment vraie, le temps est quasiment absolu et tout ça, quoi. Mais vous êtes peut-être plus hands-on, plus pratique que moi, du coup vous voulez peut-être une preuve plus tangible de ces dilatations du temps et relativité de la simultanéité. Et pour cela, je vais vous parler des muons qui sont un type de particules. Quand les particules cosmiques se rapprochent de la Terre, donc souvent elles vont à des vitesses proches de celles de la lumière, quand elles rencontrent l'atmosphère, il y a plein de nouvelles interactions qui apparaissent, il y a plein de nouvelles particules qui sont créées, et l'une de ces particules est le muon. Et donc le muon est créé très haut dans l'atmosphère terrestre, et il se rapproche, il tombe vers la Terre. Sauf que la durée de vie du muon est très faible. En fait, normalement, elle est beaucoup trop faible pour pouvoir parcourir la distance entre le haut de l'atmosphère, où elle est créée, et le sol. Donc a priori, surtout si l'espace et le temps sont absolus, le muon ne va pas assez vite et ne vit pas assez longtemps pour atteindre le sol de la Terre. Pourtant, on observe des muons à la surface de la Terre. Pourquoi ? Eh bien, la raison, c'est la dilatation du temps. Le truc, c'est qu'en effet, les muons ne vivent pas si longtemps, mais comme ils vont à des vitesses très proches de celles de la lumière, le temps est dilaté pour eux. Si on mettait une montre au poignet d'un muon, j'imagine que c'est pas faisable, mais bon, imaginons qu'on le fait, eh ben, cette montre tournerait très lentement. Donc disons que la montre est telle que lorsqu'elle fait un tour, le muon meurt. Eh ben, si on était dans le référentiel du muon, eh ben, on verrait cette montre tourner très très vite, mais comme le muon va très vite par rapport à nous, à des vitesses proches de celle de la lumière, cette montre-là tourne très lentement, en tout cas on l'observe tourner très lentement, et du coup ça donne plus de temps dans notre référentiel pour le muon. Le muon vit plus longtemps dans notre référentiel que dans le sien. Et ça veut dire qu'en fait, dans notre référentiel, il a le temps, lui, de parcourir cette distance entre le haut de l'atmosphère et le sol. Et là, si vous avez bien suivi, vous devriez me demander, oui, mais qu'est-ce qui se passe si on se place maintenant dans le référentiel du muon ? Parce que dans le référentiel du muon, le muon, lui, ne vit que le temps qu'il vit, quoi. Et du coup, la montre tourne normalement et du coup, il n'a pas le temps pour parcourir la distance entre le haut de l'atmosphère et le sol. Et là, la réponse d'Einstein est juste incroyable. Ce que dit Einstein, c'est que, en effet, vous avez tout à fait raison, mais dans le référentiel du muon, les distances sont contractées, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Les distances sont
contracté dans la direction du mouvement. Et ça veut dire que pour le muon, la distance entre le haut de l'atmosphère et le sol est beaucoup plus petit que ce que nous on pense. Et c'est pour ça que le muon dans son référentiel, lui, il a le temps de parcourir cette distance. Parce que, bon, il n'a pas beaucoup de temps, mais il a beaucoup moins de distance à parcourir. En fait, la dilatation du temps va venir être parfaitement compensée par la contraction de l'espace, de sorte qu'il n'y ait plus aucune cohérence et que tous les référentiels soient consistants les uns avec les autres. Et tout ça, Einstein l'a étudié, il a développé les mathématiques qui décrivent tout ça avec précision, et il l'a publié en 1905 dans un papier qui juste révolutionne notre vision de l'espace et du temps. Et pour en revenir au muon, ce que le muon voit pendant une fraction de seconde, c'est une Terre aplatie au ralenti. Et ça, c'est exactement ce que voit aussi le docteur Sheldon Flash Cooper quand il court à une vitesse proche de celle de la lumière. C'est assez cool. J'aimerais vraiment voir ça moi aussi. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous propose pour la première fois un défilé. Oui, c'est un jeu de mots complètement pourri. Et le défilé d'aujourd'hui consiste à résoudre le paradoxe suivant. Imaginons que l'on veuille capturer Sheldon Flash Cooper dans une cage. Alors ce qu'on pourrait vouloir faire, c'est prendre une cage qui fait exactement la largeur de la taille de Sheldon Cooper. Maintenant, si Sheldon Flash Cooper va à une vitesse proche de celle de la lumière, dans notre référentiel qui va être celui de la cage, ce que l'on voit, c'est un Sheldon Cooper à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière. Du coup, les distances sont contractées pour Sheldon. Du coup, Sheldon va nous paraître plus petit qu'il ne l'est dans son référentiel. Et du coup, il devrait être en particulier plus petit que la cage. Du coup, on devrait pouvoir l'enfermer sans problème. Mais si on fait maintenant le raisonnement dans le référentiel de Sheldon, c'est la cage qui va à une vitesse proche de celle de la lumière. Du coup, c'est la cage qui est contractée dans le sens du mouvement. Du coup, la cage devrait être plus petite que la taille de Sheldon dans le référentiel de Sheldon. Et du coup, on est amené à conclure une chose et son opposé en fonction du référentiel dans lequel on réfléchit. D'un côté, dans notre référentiel, on a l'impression qu'il est possible d'emprisonner Sheldon, alors que dans son référentiel, Sheldon a l'impression qu'il est impossible de le mettre en cage. Et ça, c'est un paradoxe. Comment le résoudre ? Si vous avez une idée, mettez ça dans les commentaires, tutez-moi ça ou envoyez-moi sur Facebook. Et dans l'épisode suivant, je signalerai les noms des personnes qui ont su résoudre le défi. La prochaine fois, on va continuer avec la relativité restreinte et notamment avec le corollaire ou la conséquence de cette relativité restreinte qui est la fameuse formule E égale mc carré. Et la question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez pendant ce temps, c'est qu'est-ce que signifie cette merveilleuse équation E égale mc carré, dont je suis sûr que vous avez déjà entendu parler. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Facebook, Twitter, abonnez-vous à la chaîne et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. Le passage du temps aussi est quelque chose de relatif. Il va falloir une toute nouvelle théorie de l'espace et du temps.